Thank you very much to our Merci beaucoup à nos conférenciers de débat éclair. Avant de donner la parole aux conférenciers de fin de programme, on a beaucoup parlé, je voulais vous dire, de données, de technologie, de gouvernance. Demain, ce sera la journée internationale des personnes handicapées et donc cela est un carrefour important permettant une discussion de fond sur l'inclusivité. Je vous propose de ramener cela chez vous et d'y réfléchir. J'ai le grand plaisir de présenter Annette Dixon maintenant, qui est la vice-présidente du développement humain à la Banque mondiale et qui est chargée de l'éducation, de la santé de la population, de la sexospécificité, protection sociale et pôle de compétences emploi. Cela fait longtemps qu'elle fait des plaidoyers en faveur des jeunes. Elle était vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie du Sud-Est. On lui souhaite la bienvenue. Good afternoon. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse d'être ici. Noriane avait oublié de dire quelque chose. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que militante jeunesse et à un moment donné, j'étais membre du Conseil national de la jeunesse de mon pays et j'étais formée en tant que travailleur dans le développement et développement pour les jeunes surtout. Et c'est ainsi que je suis rentrée à la Banque mondiale. C'est un véritable plaisir personnellement pour moi de me retrouver devant un auditoire de jeunes militants. Et je sais que nombreux sont ceux qui ont parcouru un chemin énorme pour venir à Washington. Merci. Je crois que ce sommet jeunesse est devenu une manifestation éminemment importante dans le calendrier annuel de la Banque mondiale. Mais à l'époque que l'on vit, c'est encore plus important de le savoir. Je crois qu'il y a bien plus d'incertitudes dans le monde aujourd'hui, et de plus en plus, c'est dans ces cas et dans ces instants que les jeunes doivent se faire entendre et doivent être certains d'avoir des possibilités à saisir à l'avenir. Et donc, l'une des manières dont la Banque mondiale essaie de réagir, c'est de fournir des opportunités, des occasions à saisir, et justement pour mieux entendre toutes les parties prenantes de la société, surtout les voix jeunes, et d'autres aussi, telles que la société civile, le monde universitaire, le secteur privé et bien sûr les gouvernements. Ce sommet de la jeunesse est de bien des manières plus qu'une conférence, plus qu'un sommet, plus qu'une enceinte. Il est important ce sommet par rapport au dialogue que nous avons, mais nous voulons surtout avoir un rôle par rapport à votre avenir et comment vous percevez le monde autour de vous. Lorsque vous vous rendez à la Banque mondiale, vous entendrez toutes sortes de récits sur des solutions et vous aurez également à entendre parler de défis de développement auxquels font face de nombreux pays dans le monde en développement. Et que ce soit au niveau international, au niveau national, lorsque vous vous entretenez entre vous, j'espère que vous pourrez puiser dans l'expérience que vous avez vous-même et à partir du moment où vous pourrez tirer des enseignements d'autres, vous saurez encore mieux ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne moins bien. Et en fait, le chemin critique pour avoir une véritable réussite qui émane de ce genre de manifestation, pour ceux qui prennent à bras le corps certains des défis les plus compliqués, les plus difficiles, eh bien, cela me fait que je veux parler surtout à la Banque mondiale de ce en quoi nous investissons, le capital humain jeune surtout. Nous estimons que ce sont des investissements des plus importants que peuvent faire les pays. Maintenant, je crois que vous êtes sûrement, vous savez tous certainement que des défis importants dans le monde, surtout des millions de jeunes qui sortent de systèmes de l'éducation, s'ils ont assez de chances pour avoir bénéficié d'un système éducatif, à partir du moment où ils doivent trouver des moyens de subsistance et des emplois, eh bien là, il y a problème. Et cela préoccupe énormément, non seulement les jeunes individuellement, qui sont chercheurs d'emploi, mais aussi les décideurs politiques, les développeurs de politique. On leur pose la question, qu'est-ce qui vous fait passer des nuits blanches à ces personnes? Eh bien, c'est vraiment un grand défi pour des jeunes, surtout dans mon pays. Nous savons que les jeunes ont 3 fois plus de chances d'être au chômage que les adultes. Et cela est vrai dans les pays développés ou en développement, de part et d'autre. Mais dans les 10 années à venir, nous savons aussi qu'il y aura près de 600 millions de personnes en quête d'emploi.
Donc tous les 10 ans, il faut trouver des emplois pour 600 000 personnes jeunes supplémentaires. La plupart de ces jeunes sont bien évidemment dans les pays les plus pauvres, se trouvent dans ces pays qui ont oublié des cohortes de jeunes bien importantes, très importantes par rapport au reste de la population. Alors quels sont les conseils que nous pouvons prodiguer au pays et quel est le point de départ? Eh bien, que nous suggérons et que les pays devraient peut-être adopter. Tout d'abord, il est absolument impératif qu'il y ait des investissements à l'égard des jeunes, de la jeunesse. Lorsqu'on parle de capital humain, qu'entend-on? Eh bien, c'est votre capacité de réaliser votre plein potentiel en matière de santé, en matière de connaissances, de capacités, de compétences et de résilience. Ce sont autant d'éléments que nous accumulons tout au long de la vie. Et c'est cela qui nous équipe et qui nous permet de réaliser notre plein potentiel et de devenir des membres productifs de nos sociétés. Par conséquent, le capital humain est essentiel pour permettre aux jeunes de dessiner les chemins vers l'emploi et leur permettant de trouver de meilleurs emplois. À mesure qu'évolue le monde, eh bien, le capital humain devient de plus en plus important. Pour la première fois, l'an dernier, nous avons publié un indice qui permet de mesurer dans quelle mesure un pays investit, ou à quel niveau un pays investit et réalise le plein potentiel, permet de réaliser le plein potentiel de sa population jeune. Nous avons constaté qu'en matière de résultats de développement humain, les résultats que nous savons sont les plus critiques pour que les jeunes puissent être dotés d'emplois ou pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Nous avons mesuré ces éléments qui sont intimement liés entre eux, mais surtout non seulement pour réaliser le plein potentiel d'une personne, mais le potentiel des personnes collectivement, en groupe, de contribuer à la productivité, à la croissance de leur propre pays. Lorsque tout cela est agrégé et les résultats de chaque individu, la réussite de chaque individu, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque pays? Et nous avons donc finalement mis au point un indice du capital humain, un indice qui montre quelque chose d'assez préoccupant, même très préoccupant. Près de 60% des enfants nés aujourd'hui seront 50% moins productifs qu'ils n'auraient pu l'être s'ils avaient eu accès à des services d'éducation et de santé intégraux. Nous savons qu'aucun pays est à 100%, mais les pays tout en haut sont à 88%. Les pays les plus réussis en matière de résultats de développement humain sont à 88%. Mais c'est un chiffre qui fluctue énormément d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Pour ceux qui sont présents aujourd'hui, cet indice du capital humain est un outil éminemment important qui vous permet d'examiner de près votre pays. Et en tant qu'agent de changement, cela vous permet d'examiner la santé de vos communautés par rapport à des résultats à atteindre qui sont éminemment importants. C'est un indice qui vous donne un degré de transparence, une opportunité aussi d'évaluer vos pays et ce qu'ils ont fait par rapport à ces résultats escomptés. Nous espérons que ces données permettront aux jeunes de tenir pour imputable et pour responsable le gouvernement, leur gouvernement. Vous pouvez trouver cet index et vous pouvez trouver votre pays si vous le consultez. Je crois que nous savons tous cela, mais la raison pour laquelle nous avons effectué cette démarche, c'est parce que nous voulons voir comment investir dans les jeunes peut être aussi important que des investissements dans le secteur énergétique, le secteur des transports ou je ne sais quoi. Parce que les crises que l'on connaît à travers le monde sont des crises qui s'inscrivent chez les enfants. La moitié des enfants qui vivent dans le monde en développement ne peuvent pas lire, ne savent pas lire à 10 ans. Et dans certains pays du monde, la moitié des enfants, pour les pays qui sont au bas de l'indice, la moitié des enfants n'atteignent pas leur pleine croissance dans leurs premières années de vie, ce qui affecte leur croissance. Donc leur développement physique même est entravé par ces facteurs. Capital is not easy for policymakers. Mais pour les décideurs, ce n'est pas quelque chose qui apparaît visiblement. C'est pourquoi nous utilisons cet indice pour rendre cela plus apparent à leurs yeux.
Personnellement, j'ai eu la chance de grandir en Nouvelle-Zélande, à une époque où la Nouvelle-Zélande avait investi de manière massive dans le développement des enfants. À l'époque, mon pays était relativement riche et une priorité était mise sur l'école, sur le fait de s'assurer que les enfants aillent à l'école tôt, qu'ils reçoivent une bonne nutrition, qu'ils reçoivent une bonne éducation et leur permettre d'avoir un bon départ dans la vie. C'est une question de génération parce que mes parents ont grandi à une époque où ils n'avaient pas accès à une éducation secondaire. Ils ont les deux quitté l'école à 12 ans. Et en l'espace d'une génération, les choix de vie qui s'offrent aux personnes se sont améliorés de manière complètement étonnante. Et non seulement j'ai bénéficié d'une très bonne école dans ma petite enfance, mais c'est également grâce à cette éducation, étant jeune, que j'ai pu ensuite avoir un travail comme celui que j'ai aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui a accru sensiblement les choix que je pouvais faire au cours de ma vie par la suite. Mes parents pensaient qu'il était suffisant d'envoyer ses enfants à l'école secondaire. Ils ont pensé que cela suffirait à assurer un avenir brillant à leurs enfants. Et j'ai 3 frères et sœurs. 2 d'entre nous ont en effet été à l'université et pour ma part, j'ai fini à la Banque mondiale. Donc pour moi, c'est une mission personnelle que de s'assurer que les filles à travers le monde aient les mêmes options, les mêmes choix de vie que j'ai eus, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été bénéfique pour moi, non seulement pour moi, mais pour ma famille tout entière. Je crois que c'est dans l'autonomisation des filles et des garçons qu'un pays peut véritablement marquer une différence en termes d'investissement. Et il faut placer ces enfants au cœur de la stratégie d'investissement d'un pays, parce qu'on sait que le plus grand retour sur investissement que peut avoir un gouvernement, c'est l'éducation des filles. Pourquoi? Parce que les enfants qu'auront ces filles par la suite seront également mieux éduqués. Donc c'est un effet multiplicateur. En même temps, il est également important que les pays aient la possibilité de créer des occasions pour les femmes de participer à la vie économique de la société. Dans trop de pays, on constate que même si les filles sont éduquées, ensuite, ces femmes ne trouvent pas forcément leur place dans le monde du travail et ne peuvent pas participer sur un pied d'égalité avec les hommes. On voit qu'il y a encore un fossé très marqué entre le nombre d'hommes et de femmes qui participent, qui sont actifs sur le marché du travail et évidemment, il y a ce fossé en matière de revenus également. Aucun pays ne saurait atteindre son plein potentiel sans donner les mêmes chances aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes. Le monde en développement, comme je l'ai dit, est entre les mains des jeunes dans une très grande mesure et c'est un défi critique pour ces pays. Si les enfants ne sont pas en mesure d'atteindre leur plein potentiel, ils ne seront pas en mesure de faire entendre leur voix, d'avoir un impact sur les politiques. Par conséquent, je crois que nous devons véritablement nous assurer que le capital humain soit mis au centre de la société sur le plan social et civique. Des enfants qui peuvent lire non seulement pourront avoir plus de facilité pour trouver un emploi, mais auront également de meilleures chances de participer pleinement à la vie de leur communauté, à la vie de la société dans son ensemble. Donc nous souhaitons véritablement que les jeunes soient en mesure de développer leur plein potentiel pour la mobilité sociale et pour la participation dans tous les aspects de la vie sociale et civique de la société. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé.
En Nouvelle-Zélande, on a une expression qui s'accorde très bien à ce genre de situation. Je voulais simplement vous remercier encore une fois d'être venu aujourd'hui et je suis persuadée qu'on vous attend de pied ferme à votre retour dans vos pays et à prendre un rôle actif dans vos pays à votre retour. Je vous remercie. J'avais dit que j'allais répondre à quelques questions si je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci pour cette fantastique présentation. Je viens du Bangladesh, une fondation pour la paix. Dans mon pays, on parle de la compassion, de la tolérance, de l'humilité. Et ce sont des valeurs qu'on instille dans les élèves. Et je crois que ce sont également des valeurs qui peuvent être utiles pour les villes intelligentes. Donc ma question est la suivante. Quelles sont les étapes que va entreprendre la Banque mondiale pour soutenir ce type d'initiative? Et quel est le plan? Au-delà de l'éducation, je crois que ces compétences humaines sont cruciales pour changer nos communautés. Merci. Je vais prendre quelques questions supplémentaires. Bonjour, je m'appelle Banti, je viens d'Inde et j'aimerais parler du problème de chômage que traverse mon pays, le problème de l'insécurité également, l'insécurité des emplois, la précarité. Il y a de plus en plus de travail en tant que contractuel qu'indépendant et donc les jeunes sont inquiets, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir assurer leur avenir. Je vous remercie. Bonjour, je viens d'Inde également. J'ai travaillé avec la Banque asiatique de développement et nous nous sommes rendus compte qu'il était très difficile de convaincre nos clients, que ce soit des gouvernements locaux ou le gouvernement central, de les convaincre de l'importance d'investir dans le capital humain. Donc, quel conseil nous donneriez-vous lorsque nous sommes sur le terrain et que nous tentons de convaincre un client de l'importance d'investir dans des programmes éducatifs? Merci. Je viens de Belgique. Vous avez parlé de cet indice de développement humain. Le taux de chômage chez les jeunes est environ de 11% chez nous. Comment se préparer à ce flux de personnes qui va arriver sur le marché du travail? Bonjour, je m'appelle Nina. J'aimerais savoir comment vous pensez que l'on peut résoudre le fossé hommes-femmes dans les villes intelligentes et ce que peut faire la Banque mondiale pour contribuer à cela. Bonjour, je m'appelle Jessica, je viens du Mozambique. Ma question, c'est, étant donné qu'un pays comme le Mozambique a tellement de problèmes sur le plan socio-économique, lorsqu'il s'agit de l'éducation et de la santé, spécifiquement concernant les femmes, c'est souvent quelque chose qui est remis à plus tard. Non. On n'a souvent pas l'opportunité d'être là, d'être présente, de collaborer avec la Banque mondiale pour faire en sorte que ces questions soient une priorité. Bonjour, je m'appelle Caroline, je viens des Pays-Bas et j'habite à New York. New York souffre d'un problème sans domicile fixe et d'un manque de foyers pour ces personnes et d'abris. Comment résoudre ce problème? Comment investir dans le capital humain et travailler avec les ONG? Que peuvent faire les jeunes pour résoudre ce problème?
Bonjour, je m'appelle Rafa du Brésil. Je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais allez-y. Le capital humain est important pour la croissance et la productivité d'un pays. Et j'aimerais savoir ce que fait la Banque mondiale par rapport au changement climatique en lien avec la croissance économique. Bonjour, je m'appelle Sacha, je viens de Virginie et j'aimerais parler du rôle de la santé mentale pour ce qui est du capital humain. Bon, je vais répondre de manière très brève. Concernant la confiance sociale, j'ai été tout à fait convaincue par le travail réalisé sur le capital social et sur la cohésion sociale, et cela complète ce que j'ai dit sur le capital humain, c'est-à-dire que l'on acquiert la confiance sociale lorsqu'il y a un dialogue entre les différents groupes de la société. Je crois que les sociétés qui parviennent à mélanger les gens, qui permettent aux personnes de parler à d'autres personnes issues d'une autre classe sociale, peut-être d'un autre genre ou d'une autre origine. Je crois que cela permet de créer des liens. Les politiques publiques doivent justement tenter de promouvoir ce type d'environnement. Vous avez parlé des villes résilientes. Je crois que les villes résilientes sont des villes qui, si elles sont bien conçues, peuvent permettre de faciliter la confiance sociale et la cohésion sociale. Une partie de la réponse à cela, c'est que dans la croissance des villes, plus les villes se développent, plus les gens sont heureux. Le développement permet de stimuler le bonheur des gens. Ce n'est pas forcément universel. Il y a bien sûr des inégalités qui peuvent entacher ce phénomène. Ensuite, en ce qui concerne la sécurité des emplois, et l'économie basée sur des jobs des à côté. Il est vrai que dans beaucoup d'endroits du monde, les personnes ne bénéficient pas de sécurité sur le plan professionnel. Mais dans ces pays, souvent, les personnes ont accès à des bénéfices sociaux, quelle que soit la nature formelle ou informelle de leur travail. C'est ce qu'il faut, des politiques qui soient les politiques basées sur une notion préconçue de ce qu'est un emploi vont manquer à leur but et ne vont pas permettre de répondre aux besoins de toute une série de personnes, notamment en matière de retraite, etc. Parce que cela dépend de la nature de l'emploi et de plus en plus à travers le monde, les personnes travaillent dans l'économie des jobs à côté, des petits boulots que l'on fait en plus de son travail. Comment convaincre les décideurs d'investir dans cela? Je crois que l'indice dont je vous ai parlé est justement la manière de faire cela. Les gens vont dire que le capital humain est très important et ils ont raison. C'est intrinsèquement important de faire en sorte que tous les enfants survivent au-delà de 5 ans, que les femmes ne meurent pas en couche. Ce sont des choses qui sont intrinsèquement importantes. Mais il est également important d'assurer cela du point de vue économique pour le pays. Si on se trouve à 0,5 sur un indice de 100, alors on perd 1,2% de croissance économique par année. Donc, un mauvais indice contribue à une mauvaise performance du pays. Et c'est un message utile pour parvenir aux décideurs, pour leur faire écouter le message. Et c'est ce que l'on essaye de faire à la Banque mondiale. On encourage les décideurs non seulement à investir plus, mais à investir de manière plus judicieuse dans des choses qui auront des retombées positives, parce qu'il y a toute une série de choses qui ne fonctionnent pas. Et il faut que les décideurs comprennent la différence. Ensuite, concernant
l'indice. Nous sommes limités par ce que nous sommes en mesure d'évaluer, ce que nous pouvons mesurer. Et nous savons que l'apprentissage ne s'arrête pas à la sortie des bancs d'école. La plupart des personnes apprennent beaucoup dans leur travail. Et nous voulons donc élaborer sur cette base ce que nous faisons actuellement avec l'indice. C'est conforme aux données que nous avons, mais nous souhaitons acquérir davantage de données. Et j'espère qu'au fil du temps, nous serons en mesure de classer les pays par rapport à la manière dont les jeunes sont en mesure de décrocher des emplois sur le marché du travail. Pour ce qui est du fossé homme-femme dans les villes, je crois que les villes, c'est là où les jeunes vont, justement. Et c'est une question centrale à aborder dans ce sommet de jeunes. Dans la plupart des pays, à moins que les personnes aient un lien très fort à leur endroit d'origine, ces personnes vont graviter autour des villes. La manière dont ces villes sont conçues est cruciale par rapport à l'égalité homme-femme parce que beaucoup de femmes ne peuvent pas se déplacer de manière sûre dans leur pays pour aller travailler. Pour promouvoir l'égalité homme-femme, il faut un aménagement urbain qui permet aux villes d'être plus sûres. Je pense à des choses très pratiques telles que l'éclairage public, des abris, bus qui soient sûrs, des gares qui soient sécurisées où les femmes puissent attendre le train ou le bus de manière sûre. Parfois des zones, cela implique des zones spécifiquement réservées aux femmes. Parfois, c'est simplement le fait d'avoir des toilettes propres et qui fonctionnent pour que les femmes puissent utiliser ces toilettes. Je pense aux filles qui ont leurs règles et qui ne peuvent pas parfois se rendre à l'école par manque de toilettes dans les écoles. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont visés par cela. Dans beaucoup de pays, les villes doivent également prendre en compte la manière dont les personnes vieillissent et les besoins de ces personnes. Donc, en matière d'aménagement urbain et de développement des villes, il faut garder à l'esprit tout le cycle de la vie de l'être humain pour faire en sorte que ce soit des espaces où il fasse bon vivre. Pour ce qui est de New York et des sans-abri, j'ai très peu d'expérience dans ce domaine. Mais le cœur de la question, c'est avoir des logements abordables pour les personnes qui n'ont plus le choix. Beaucoup de cela est lié à nos filets de sécurité, à la manière dont les filets de sécurité fonctionnent. À la Banque mondiale, nous avons Esther Duflo et Naveji qui ont reçu un prix Nobel et qui ont évalué justement les interventions dans le secteur du développement. Beaucoup du travail que j'ai fait sur la protection sociale et les filets de protection sociale est lié à la manière dont on aborde la crise du logement parce que, à mes yeux, c'est surtout une question de prix, d'accessibilité du logement également. Le problème des maladies mentales et du handicap, ce sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui très souvent se retrouvent exclues. Pour ce qui est du changement climatique, la Banque mondiale est très, très active dans l'atténuation des impacts du changement climatique. Nous tentons d'aider les communautés à s'adapter aux réalités du changement climatique et nous sommes engagés à assurer que chacune de nos actions représente 30% de notre financement qui soit destiné à des efforts pour lutter contre le changement climatique dans tous les secteurs. Il ne s'agit pas seulement de l'énergie durable, il s'agit également du système scolaire
qui doit être conçu de manière à promouvoir ou plutôt à réduire les effets du changement climatique et aider les communautés à s'y adapter. Pour finir, pour ce qui est de la santé mentale, je pense que la santé mentale est sûrement le problème de santé le plus négligé dans les pays développés. Et dans les pays en développement, nous sommes engagés à renforcer les systèmes de santé primaires pour qu'ils puissent traiter et diagnostiquer les maladies mentales. Et c'est un problème énorme, un problème qui est très souvent sous-estimé. Et ensuite, collaboration avec la Banque mondiale. Je crois que, bien évidemment, vous devez contacter le bureau de la Banque mondiale dans votre pays. Dans certains pays, il y a des groupes de conseil pour la participation des jeunes. J'étais au Liban il y a quelques mois et le bureau de Beyrouth a un service de ce type avec une plateforme permanente pour le dialogue. D'autres ont des événements ponctuels. Le Pakistan, par exemple, a un événement sur les jeunes et la technologie qui est tenu chaque année. Donc, il y a différents événements qui sont tenus dans différents pays. Donc, contactez le bureau local de la Banque mondiale. C'est la meilleure manière de collaborer avec nous. Je vous remercie. Merci, Madame Dixon, et merci à vous tous. Gardons-en un peu pour demain. Avant de passer à la réception, une petite annonce. Il y a deux concours, le concours des réseaux sociaux et le concours innovation, passeport d'innovation. Nous allons procéder au tirage au sort et vous allez entendre les gagnants. Donc, prêtez attention. Je vous remercie pour votre énergie et je vous invite à la réception sur le dialogue avec la direction de la Banque mondiale. Je me réjouis de vous revoir demain.